bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, comment inciter les élèves à réviser en engageant les parents et dans le respect des programmes et bien évidemment avec le soutien et la force motrice des enseignants. Eh bien, on va chercher le centre de gravité qui relie ces trois pôles, les trois pôles de ce triangle magique, avec l'invité du Grand Oral, Emmanuel Guimberteau. L'anti-sèche d'Ahmad Laoui, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, ce sont les menaces réitérées de guerre nucléaire formulées depuis fin février par Vladimir Poutine. Des programmes, ceux d'histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, HGGSP. On va parler dissuasion nucléaire. À l'heure de la récré, toujours avec Amal, on va sourire, on va parler dictée, mais c'est celle de Florence Foresti. Et puis enfin, notre rendez-vous hebdomadaire avec Maître Valérie Piot. La saison des examens bat son plein. Comment sont-ils aménagés pour les élèves en situation de handicap? Toutes les réponses dans notre conseil de discipline, la quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. Fortifier les apprentissages, faire le lien entre l'école et la maison, engager les élèves à apprendre de façon ludique et efficace, c'est l'objectif des outils que développe une des plus anciennes EdTech françaises, Jocatop. Et on en parle aujourd'hui autour de deux nouvelles propositions regroupées sous un label, Mes Cahiers Numériques. Emmanuel Guimberteau, bonjour. Bonjour Emmanuel. C'est avec vous qu'on va en parler, chef de projet aux éditions Jocatop, responsable donc des applications web Mes Cahiers Numériques. On commence par parler de ces cahiers numériques. Très concrètement, une adresse, mes deux applis. Donc l'adresse, c'est Mes Cahiers Numériques. C'est ça. Et on trouve une appli. C'est la marque. Ouais. Et il y a les révisions pendant l'année, les révisions pendant les vacances. Voilà, le cahier de vacances, on révise la classe qu'on vient de quitter. C'est-à-dire si je suis en CP, je vais réviser le CP. Je vais, du 1er juillet au 12 septembre, je vais travailler la classe de CP. Je vais réviser autour de 5 matières. Mathématiques, français, histoire, géographie, anglais, fondamentaux. Ouais. Cette année, c'est la nouveauté, l'anglais, très attendu. Et puis, si je veux réviser la classe tout au long de l'année, en parallèle de ce que je fais avec mon enseignant, eh bien, j'acquiers mes cahiers de révision.com de septembre à juin avec les 5 mêmes matières. On va y revenir tout à l'heure, mais je vends la mèche tout de suite. Vous avez été longtemps enseignant, directeur d'école. Pourquoi c'est important de réviser en plus des devoirs qu'on fait, en plus d'aller à l'école? Est-ce que c'est pas un peu trop? Alors, ça peut être trop, oui, faut pas le cacher. C'est pour ça qu'on y a fait très attention. Moi, j'ai une expérience, vous l'avez dit, d'enseignant pendant 22 ans. J'ai été aussi directeur d'école pendant 14 ans. Je connais donc bien le milieu scolaire et en particulier l'élémentaire. Et il est vrai que la journée d'un enfant est chargée. Il ne faut pas se le cacher. Il n'est pas question d'en ajouter au point de l'assommer en refaisant trop. Mais néanmoins... C'est comme au Japon ou en Corée où ils vont à l'école, après l'école. Non, c'est mon repoussoir, ça. Non. L'idée était de... alors, je prends l'exemple des vacances, puisqu'on a parlé des cahiers de vacances, c'est qu'on en est proche. On n'est pas loin, ouais. L'idée, c'est 30 sessions de travail de 30 minutes maximum, à faire quand on veut sur 2 mois et demi. Donc, l'idée, c'est... 30 minutes par jour, ça c'est une estimation. On a testé les cahiers, évidemment, dans des milieux assez différents pour se rendre compte comment réagissaient les uns les autres. Mais l'idée, c'est d'apporter ce petit plus, ou en tout cas d'essayer d'atténuer cette rupture des grandes vacances. Ça, c'est une expérience d'enseignant. Je l'ai vécu. C'est très discriminant en fonction des milieux sociaux. Et c'est vrai que pendant 2 mois, un enfant les écarts peuvent se creuser, en fait. Ça se creuse. Alors, on l'a vu particulièrement avec le Covid, où là, c'était un contexte très particulier. On a des enfants qui sont parvenus à l'école au mois de juin. Il y en a qui avaient disparu complètement. Plus les grandes vacances derrière, il y a eu vraiment une rupture des apprentissages. Voilà. Sur les cahiers de vacances, puisque vous en parlez, je reviendrai à ma question sur l'année après. Est-il vrai qu'il est plutôt bon d'en faire, par exemple, si on a 30 sessions, d'en faire une dizaine assez vite? Oui. Une quinzaine après la fin de l'année, pendant que c'est encore frais, pour vraiment fixer les choses. Ensuite, on oublie tout. Et en revanche, vers le 15-20 août, on se remet les choses en mémoire, on réactive les notes. C'est ça le bon tempo? Exactement. Okay. C'est vrai que vous avez été enseignant. Non, élève juste. Mais c'est un peu l'esprit. Parents aussi. Vous voyez, dans l'enseignement, il y a 2 stages de remise à niveau. Ça, c'est un autre sujet, mais... Il y en a un qui est au début juillet et un qui est fin août. On se remet le pied à l'étrier au mois d'août et puis au mois de juillet, c'est vrai, on a en tout cas, il vaut mieux grouper de cette façon-là plutôt que de distiller. Genre, on va en faire un tous les 3 jours et où là, finalement, on n'arrête jamais de. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça s'étire pendant 2 mois et demi, mais il vaut mieux effectivement concentrer, comme vous l'avez dit, sans en faire non plus 3 par jour. Parce que c'est ça, voilà, oui. Voilà, nous, par défaut, on a configuré l'application. Donne-moi ton cahier, je vais le faire et puis au bout de 2 jours, ça y est, c'est fait, bonnes vacances. Ça ne sert à rien. Enfin, c'est rigolo, ça occupe les enfants. Ça déculpabilise les parents surtout. C'est ça. Les parents, il faut beaucoup les accompagner. C'est aussi l'idée qu'il y a. Alors là, je pense quand même, alors évidemment à votre appli pour les vacances, mais aussi à celle pendant l'année. Oui, alors tout à fait, parce que ça, c'est une expérience aussi d'auteur. J'ai été auteur de cahiers de vacances il y a quelques années maintenant, et c'était pour un cahier papier, un cahier de vacances et un cahier de révision. D'ailleurs, j'ai fait les deux, et je me rendais compte que la seule chose que l'on a dans ces cahiers, c'est la réponse, la correction. Mais c'est insuffisant pour un parent. Oui, c'est pas forcément.
Il sait pas. Et puis il y a des choses qu'on apprend différemment aujourd'hui. On apprend Si différemment. prenez les opérations, les divisions, je ne sais pas les quoi. mêmes choses, les mêmes matières. Et voilà. C'est plus les mêmes techniques pédagogiques, ce ne sont plus tout à fait les mêmes matières. Les programmes ont évolué. Il faut évoluent quasiment en un permanence. cahier du parent pour lui dire, Exactement. Camarade parent, de ton temps on faisait comme ça, maintenant on fait comme ça. Ouais, et puis il faut être très concret. Le parent, nous, dans notre appli, quand l'enfant se trompe après plusieurs aides qui lui sont destinées, qui sont d'ailleurs enregistrées, c'est l'avantage de la technique et du numérique, eh bien, il y a une aide pour le parent. L'enfant, il a raté, le parent va voir dans le suivi, il reprend l'exercice, mais avant, il a une aide. Un petit peu qu'on a, Il y a dans des le petites guide du bouées maître. en bas à gauche. On c'est peut un cliquer petit- dessus. Moi, j'ai testé, faut le savoir quand C'est même. bien, bravo. J'ai fait des erreurs. Évidemment, j'ai fait exprès. Vous avez fait exprès. Et l'aide change d'ailleurs. C'est-à-dire que la Oui. deuxième fois qu'on accède à l'aide, elle est un peu plus élaborée. Exactement. On donne un autre truc. La première aide est l'aide C'est le la rappel plus de la générale. règle, en fait. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est-à-dire, alors attention, on ne fait pas appel à l'intelligence artificielle. Ce sont Ouais. des typologies d'erreurs. La première, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il a le plus raté, qui est le plus courant? Et on apporte une remédiation. S'il se trompe à nouveau, là, on développe un petit peu plus parce qu'on se dit qu'il a besoin d'une analyse un peu plus en profondeur. Et ces aides sont enregistrées. Et pour les enfants qui sont en déficit avec la lecture ou qui ont des difficultés, ça, c'est un vrai avantage, notamment par rapport au papier que j'ai connu pour faire écho à ce que je venais de dire. Juste la réponse, ça ne suffit pas. Emmanuel, est-ce que vous savez comment on fait pour ne jamais se tromper dans la quotidienne? Comment on fait pour ne jamais se Nous. tromper dans la quotidienne? On fait des antisèches, pense je vais que- vous montrer, vous allez voir. Je croyais que Antisèches. c'était que le blanc. Et l'antisèche, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. Actualité, les menaces réitérées de frappes nucléaires par Vladimir Poutine depuis fin février et notamment il y a quelques semaines des médias russes qui ont évoqué des scénarios de guerre nucléaire. Oui, la première chaîne de télévision russe a diffusé une séquence sur laquelle des journalistes ont simulé un scénario d'une guerre nucléaire entre la Russie et des pays européens. Le présentateur vedette de cette chaîne russe, Dimitri Kiselev, avait montré une animation sur laquelle le Royaume-Uni était tout simplement effacé de la carte par un tsunami provoqué par l'explosion du drone missile nucléaire Poséidon. Et puis en avril, l'armée russe avait annoncé le premier tir d'essai réussi d'un missile balistique intercontinental Sarmat, arme de nouvelle génération de très longue portée. Oui, ce missile surnommé Satan 2 est capable de voler sur une très longue distance et peut frapper la plupart des pays du globe. Développé par le bureau d'études Makayev, Satan 2 peut contenir jusqu'à 12 têtes nucléaires. C'est le plus gros missile nucléaire jamais conçu. Sa puissance maximale est estimée à 50 mégatonnes, ce qui est 2000 fois plus puissant que les bombes américaines qui ont explosé au-dessus de Nagasaki et Hiroshima lors de la Seconde Guerre mondiale. Nagasaki et Hiroshima, évidemment, qu'on étudie à l'école et plus largement les menaces nucléaires, sujet qui fait partie des programmes scolaires. Oui, en histoire, dans les chapitres sur les guerres mondiales et la guerre froide, eh bien, les élèves vont étudier les traités de contrôle et de limitation des armements, dont le but est de limiter le développement, la possession ou l'usage d'armements. Les armements concernés par ces traités peuvent être les armes conventionnelles, mais la plupart d'entre eux concernent les armes nucléaires, chimiques ou bactériologiques, souvent appelées armes de destruction massive. Dissuasion nucléaire, qui est un sujet abordé également dans cette nouvelle spécialité HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, spécialité de terminale. Première Oui, terminale. dans une question intitulée « De nouveaux espaces de conquête, conquête, affirmation de puissance et rivalité, affirmer sa puissance à partir des mers et des océans, la dissuasion nucléaire et les forces de projection maritime ». Alors cette séquence aborde une question d'actualité centrée sur l'équilibre des puissances et leur capacité d'action à partir d'un milieu connu et plus ou moins maîtrisé. Et au cœur de cette séquence, la notion de dissuasion nucléaire. Oui, l'objectif de ce thème, c'est de comprendre les concepts de dissuasion nucléaire, projection de puissance et de dissuasion conventionnelle et d'identifier les puissances qui répondent à ces concepts. Alors on prendra par exemple les mers et les océans pour montrer pourquoi ce sont les lieux où s'exprime la puissance militaire. Et on découvre là la dissuasion nucléaire océanique. Oui, c'est la capacité de pouvoir envoyer un missile nucléaire depuis un sous-marin situé dans n'importe quel endroit sur la planète. Alors cette dissuasion s'appuie sur les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins SNLE qui profitent des avantages offerts par les océans, donc l'immensité, l'effet de surprise, la discrétion. Ils sont donc les outils de dissuasion nucléaire les moins vulnérables. Et aujourd'hui, dans le monde, eh bien, seuls 6 pays possèdent des SNLE, les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, la France, la Chine et l'Inde. Et certains pays, dont Israël et la Corée du Nord, eh bien, cherchent eux aussi à développer de telles armes. Et en France, on en a combien? Elle en possède 4 qui patrouillent dans le monde. Amal, là oui, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes pour la récré. On retrouve pour l'instant l'invité du Grand Oral, Emmanuel Guimberteau.
Mes cahiers numériques, c'est une plateforme pour améliorer les apprentissages. Elle est développée par Jocatop, dont nous recevons aujourd'hui un des chefs de projet, ancien enseignant et directeur d'école. Là, il aime bien le répéter. Et il a raison, Emmanuel Guimberteau. Pourquoi vous aviez choisi d'ailleurs l'enseignement ? J'ai toujours aimé le monde de l'enfance. Dès que D'accord. j'étais petit, j'ai fait des colonies. J'aimerais bien vacances, rester petit. Oui, je sais pas. J'ai toujours aimé l'école. D'accord. Toujours. Et c'est vrai que c'était Donc c'était une sorte d'évidence. une sorte d'évidence dès la terminale pour Mais moi. alors quand vous avez quitté la classe, ça a dû être... Alors, j'avais déjà avez en été partie triste, Emmanuel quitté la classe parce que j'étais directeur d'école Ah oui, et mais bon. j'ai été de plus en plus déchargé, c'est comme ça qu'on dit, Ouais. de la classe. Enfin, tous les matins, vous alliez à l'école quand même. Ah oui, et c'est ce qui me manque le plus. et c'est ça. Depuis ma reconversion depuis 3 ans et depuis que je travaille chez Éditions Jocatop, et je suis enchanté de ce que je fais, mais c'est vraiment l'enseignement, vraiment la partie pédagogique qui Il y me avait un petit message qui me au manque patron de le plus. Jocatop. Il est enchanté de ce qu'il fait. Hein, C'était filmé? non, pas du tout, c'est une illusion. Et qu'est-ce que vous avez, pourquoi vous écriviez des cahiers de révision? Qu'est-ce qui aussi vous a amené à ça, à cette envie, à ce désir de rendre service d'une certaine façon à vos collègues? Parce que si les enfants connaissent leurs leçons, ça se passe mieux, mais également de poursuivre le lien avec les enfants et les familles. Oui, alors, les familles, si on se rappelle bien, il y a quelques mois, il y a un peu plus de 2 ans, elles ont été très démunies dans un contexte très particulier qui était celui du Covid. Et elles ont C'est dû là où faire elles la se sont classe. rendues compte que prof, c'est vachement compliqué Ouais, comme métier. c'était sympa qu'ils tout nous le compte fait, disent en fait, d'ailleurs. C'est bien, vous avez un vrai ouais, métier finalement. Non, blague à part, c'est vrai que les parents se retrouvaient vraiment en difficulté, en plus d'exercer leur activité professionnelle. Donc il y avait d'autres choses qui faisaient que c'était rendu compliqué. Mais ils ont été obligés, de manière très empirique, de se mettre les mains dans le cambouis et d'aider leurs enfants à la maison. Nous, ce projet des cahiers numériques, il était évidemment antérieur à ce contexte. C'était voulu par Bertrand de la Ville-Georges, donc le dirigeant de Jocatop, qui avait pensé ce projet des cahiers numériques. Mais on s'est rendu compte que ça nous avait donné raison. L'école aujourd'hui, elle ne marche pas à 2 pieds, elle marche à 3 pieds, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a les enseignants, bien entendu, qui sont au cœur, évidemment, de tout ce système, mais on a aussi l'élève, ça n'est pas la peine d'expliquer pourquoi, mais depuis quelque temps, et le Covid a accéléré ce phénomène, on a le rôle des parents. Et que ce soit les éditions Jocatop à travers les produits qui sont vendus dans les écoles ou à travers les cahiers numériques, eh bien, on a une initiative commune qui est de donner sa place aux parents et de créer un écosystème vertueux où on parle à 3. Vous, le numérique éducatif, vous l'avez rencontré comment? Alors, moi, chez Jocatop, je l'ai rencontré. Non, mais avant, dans votre vie de prof. Ah, dans ma vie de prof, eh bien, j'ai commencé par un ordinateur en fond de classe. Ouais. Après, on a eu les salles. Mais tout de suite, vous avez dit, l'ordinateur est né, vous êtes dit tout de suite, tiens, je le remettrai en fond de classe. Ah oui, moi oui. D'accord. Oui. Moi, j'ai commencé en 97 et j'avais un ordinateur. Et ensuite, pour parler des éditions Jocatop, puisque c'est moi leur parler, mais on a eu, en tant que directeur, j'ai eu un petit manager d'école qui était développé par Jocatop et qui était une vraie réussite dès le début. À l'époque où il n'y avait pas encore Onde ou Base Élève, pour ceux qui connaissent, qui est la base dans laquelle on saisit toutes les données administratives des élèves. Jocatop s'est lancé très vite dans la EdTech. On n'appelait pas ça comme ça à l'époque. Non, on appelait ça l'informatique. C'est l'informatique, oui, c'est ça. Exactement. Donc c'était des Ou logiciels. des systèmes d'administration, je ne sais sur quoi. disquette. Ouais. Ensuite, on est passé sur CD-ROM. Enfin, je dis on, vous voyez, comme si j'étais depuis 25 ans. Ensuite, c'est passé sur des clés USB. Aujourd'hui même, il y a un espace numérique de travail où les enseignants, ils ont leurs applications et ils les utilisent en ligne. Donc, il y a un vrai savoir-faire chez Jocatop depuis plus de 25 ans qui, aujourd'hui, est à la pointe de ce qui se fait de mieux dans les usages pédagogiques. Le secret, c'est quoi? C'est d'avoir grandi en écoutant beaucoup les enseignants, en étant proche des usages. Absolument. Ouais, Chez Jocatop, en fait, on a 43 commerciaux qui tournent dans les écoles. Et ils sont là pour vendre, bien entendu, je ne vais pas dire le contraire, mais ils entendent aussi les besoins des enseignants, que ce soit des besoins en ressources pédagogiques, mais aussi en usage technique, technologique. Donc c'est vrai que, par exemple, cette histoire de le CD-ROM, la clé USB, bon, il faut que je le mette sur tel ordinateur, mais celui-là, j'ai plus le bon Windows, etc. On se dit, mais c'est en possible, fait, toutes faut les pas questions continuer comme matérielles, ça. c'est pas du tout trivial. Hein. C'est un truc sûr, énorme, donc il faut aider. C'est fondamental. Donc cette plateforme qu'on appelle, nous, le Jocastor, eh bien aujourd'hui, identifiant mot de passe, toute l'école se connecte à cet espace et utilise les applications dans l'école. C'est des interfaces qui sont très simples. Hein. Là encore, ça se teste facilement sur Internet. Moi, je l'ai fait avant le début de l'émission. C'est pas non plus un truc flashy qui part dans tous les sens. Non. C'est pas. Il y a un côté, je sais pas comment dire, calme. Épuré. Épuré. Ouais, non, mais c'est volontaire. Voilà. Là aussi, c'est une. Ça répond à quoi? Une demande de qui? Alors,
c'est un petit peu moins encore, excusez-moi de ramener toujours ça à moi, Non, mais si on vous invite, c'est pour quelque chose. de mon expérience d'enseignant, Ouais, ouais. c'est vrai que les écrans surchargés posent des problèmes aux enfants qui ont du mal à se repérer sur une page, ou plutôt ici sur un écran. Donc là, je parle bien des cahiers numériques. Donc c'est pourquoi on a une consigne qui est toujours située au même endroit. On a le cœur de l'exercice qui est au centre de l'écran et qui est épuré visuellement au maximum pour pas que l'enfant se disperse. C'est ça. Et puis on a en bas les aides ou les gestions de niveau et de tirage qui sont visibles. Mais il faut absolument que l'enfant se recentre sur l'essentiel. Et ouais, C'est on bien l'a ça vu, le but. Et on l'a vu à l'image, et c'est ce qui permet de zoomer vraiment. Emmanuel, merci. Il y a un truc, vraiment, nous, on n'a pas renoncé non plus, mais vous non plus à l'école, la récré. Ah là, C'est un bon moment. c'est ce qui est de mieux pour les enseignants, c'est le moment vrai du café. C'est vrai? Allez, on va boire un café, on va laisser Amal la récré. On vous laisse, on va boire le café. Parce que L'heure de j'ai la récré. toute seule. Donc vous allez, s'il vous plaît, parler de la dictée, qui est un exercice que les parents, on va en parler peut-être avec Emmanuel Guimberteau, redoutent parfois autant que les élèves. Oui, la preuve avec un célèbre sketch de Florence Foresti sur la dictée repris en playback sur TikTok. Regardez. Alors c'est quoi? Cahier du soir, c'est lequel? Rouge, vert, jaune, bleu, je sais pas, je m'en branle, hein, je te le dis. Pas moi qui suis au CP, rangez vos affaires, c'est pénible. Alors, ah voilà, c'est ça, cahier du soir. Dictée, parfait. Dictée. Rien, maman se concentre. Eh ben, prends, tu as le papier stylo? Parfait. Alors, là, là. Là, toujours, toujours. Il n'y a pas de piège, non. Il n'y a pas de difficulté majeure, quoi. C'est deux lettres, quoi. Oh, voilà. C'est bien, il est bien, il est bien, il est bien, il est bien. Non, on s'en fout de la petite queue du A. On s'en fout. Non, non, ne refais pas. Ne refais pas. Non, elle refait, putain, elle refait. Oh, allez, vas-y, fais-la, Forest. Ça va te détendre. Excellente adaptation en playback du sketch de Florence Foresti, la dictée. Exercice néanmoins indispensable, Oui, cher Amal. indispensable. Dans un premier temps, la dictée permet aux enfants de tester leur capacité d'écriture. La dictée aide à améliorer leur sens d'écoute, de compréhension, mais aussi leur capacité rédactionnelle. Elle permet aussi de travailler la concentration. La dictée aide à élever le niveau de compréhension de la langue française et aussi de l'orthographe chez l'élève. Et la pratique régulière de la dictée l'aidera à mieux appréhender les genres littéraires. La dictée aide également à corriger les erreurs fréquentes, à enrichir le vocabulaire et à maîtriser les verbes. Mais si c'est pas beau tout ça, et Ouais, pourtant ouais. les élèves sont de moins en moins bons en orthographe. Oui, C'est ce que disent les malheureusement, études. c'est ce que révèle une enquête publiée par la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'Éducation. Alors, elle s'appuie notamment sur une dictée de 10 lignes et de 67 mots effectuée par des élèves de CM2. Alors, les résultats, les élèves ont commis en moyenne 17,8 fautes. Il y a 8 ans, c'était 14,3 fautes sur le même texte et 10,6 fautes en 1987. Merci beaucoup. Amal, c'est un vrai sujet, la dictée. Ah, ça a toujours été un vrai sujet. et C'est alors, important. C'est fondamental. Moi, je prenais toujours l'exemple des élèves en leur disant, en racontant une petite anecdote de ce garagiste qui avait marqué frein changé. Frein changé, il avait marqué et. Sauf qu'il avait voulu dire frein a changé. ER. Donc la différence entre ER, on la comprend bien là. Le monsieur, je crois que c'était planté dans un mur avec ses freins qui n'avaient pas été changés. Bon, au-delà de la petite anecdote. C'est très drôle, votre histoire. Ouais, mais ça montre l'intérêt de Oh, c'est un peu l'orthographe. trash, mais c'est pas grave. Oui, là, excusez-nous, hein, ça valait un peu l'Ukraine. Hein. Oui, d'accord. Bon, mais ça montre quoi? Ça montre quoi? Que l'orthographe est quelque chose de fondamental. Et là, on donne du sens en faisant de l'orthographe aux enfants. Parce que ce qu'a montré votre petit sketch, qui était vraiment très marrant, ça montre que la dictée, c'est d'abord un problème psychologique, ça c'est sûr. C'est énormément psychologique, ça tétanise tout le monde, les parents comme les enfants. Et d'ailleurs, ça pourrit les relations entre les parents et les enfants. Il n'y a pas qu'entre l'élève et l'enseignant que les relations sont compliquées par rapport à la dictée. Le parent y met énormément d'enjeux. Parce que l'école, c'est de l'orthographe d'abord pour le parent. Et vous allez L'enfant, nous dire il le comment sait. vous traitez tout ça, peut-être dans les cahiers numériques. On se Absolument. retrouve pour la suite du Grand Oral. Avec plaisir. Merci Amal, Grand Oral, Emmanuel Guimberteau. Être à l'interface de l'école et de la maison, c'est le cœur de la proposition Mes cahiers numériques. On en parle donc avec Emmanuel Guimberteau, ancien enseignant, ancien directeur d'école, chef de projet aux éditions Jocatop et responsable des applications web Mes cahiers numériques. Typiquement sur la dictée, par exemple, comment on travaille la dictée?
Alors, que vous faites réviser soit pendant l'année, soit pendant les vacances, du CP au CM2, puisque vous couvrez toute l'école. Voilà, mes cahiers de vacances pendant Élémentaire. les grandes vacances et mes cahiers de Ouais. révision pendant la période de septembre à juin. Alors, l'orthographe ne doit pas être un exercice stressant. Ça, c'est l'époque où on mettait des zéros, où on enlevait des points aux élèves et qui finissaient avec voire une note négative, c'est terminé. Il faut absolument redonner confiance. Ça, c'est fondamental. Donc, typiquement, dans nos applications, ça passe par une progressivité. Et puis par des encouragements en permanence. Voilà. Et même quand un enfant se trompe, il a un message qui lui dit, sous forme de petits proverbes, tu sais ce qu'on dit, c'est en se plantant qu'on grandit plus vite. Exemple pour montrer qu'on ne met pas un enjeu qui va être déstabilisant, voire complètement, qui va inhiber complètement l'enfant. C'est vrai que quand j'ai testé votre appli, je crois que je me suis à peu près planté à tous les coups, puis à la fin, on m'a dit quelque chose du genre « c'est bien, tu réussiras la prochaine fois ». Exactement. Mais il faut s'arrêter à un moment donné. Moi, c'est ce que je dis toujours, il ne faut pas faire de l'acharnement pédagogique. Bien sûr. Sinon, on obtient exactement l'inverse de ce qu'on veut. Et pour autant, ce sont les chiffres que citait Amal il y a quelques instants, l'époque où on mettait des moins 4 points pour faute de grammaire, moins 2 sur la faute d'orthographe, etc., enfin l'époque que j'ai connue, on faisait moins de fautes aussi. Oui, sûrement, Donc on ça pouvait y avait ses arriver, vertus, mais à ouais. quel prix? Est-ce qu'on Ouais, s'est c'est déjà ça. posé la question? On fait de gros Pour les dégâts. enfants qui sont en difficulté, on fait de Ouais. gros dégâts psychologiques. Vous savez que moi, j'ai connu des parents qui ne pouvaient pas rentrer dans l'école encore, parce qu'ils sentaient l'odeur d'une école, ça leur rappelait des souvenirs terribles. C'est quand même un peu désolant d'entendre ça. Et puis, on faisait bien d'autres choses à l'époque. Aujourd'hui, on fait 12 matières à l'école. À l'époque, on n'en faisait pas 12. Hein. C'est Les clair. enfants, ils faisaient de l'orthographe, de la grammaire, la conjugaison, du calcul. Ouais, maths. Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas important l'orthographe, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours resituer les choses dans leur contexte avant d'avoir des jugements trop rapides sur ce sujet. Vous avez été enseignant, vous l'avez rappelé, pendant, je crois, 20 ans, 22 ans 22 ans. 22 ans. Qu'est-ce qui a le plus changé entre le moment où vous avez commencé à enseigner et aujourd'hui? C'est probablement la relation avec les autres, au sens très large, que ça soit avec les parents, que ça soit avec Ouais. les enfants. Et ça a les changé enfants comment? enseignants. Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que tout a été de mal en pis. Non, je pense qu'il y a des choses qui sont bien mieux. Dans la relation notamment avec les élèves, on a des relations de confiance qui sont beaucoup plus intéressantes qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans, ou à l'époque, alors bon, ça ne remonte pas avant 68 hein, pour faire Non. une rupture, Là, une rupture bien connue. 2022, moins 2000. Non, c'est pas 68. Moins mais- 22, ça fait pas, ouais. mais néanmoins, les choses étaient différentes et je ne suis pas nostalgique de cette époque où l'enfant n'avait pas son mot à dire et puis c'était comme ça, pas autrement. Et à la limite, on lui expliquait même pas pourquoi il faisait ça. Ça, vous voyez, je crois que ça a été le grand progrès de l'évolution de ces dernières années. Avec de ce point de vue quelques réformes des programmes qui Alors, étaient il y a- assez intéressantes. Oui, Pas de toute forcément façon, toutes, les mais- programmes par définition sont perfectibles. Moi, en 22 ans, j'ai jamais trouvé les programmes qui étaient parfaits. Donc, bien entendu, qu'on Mais la pourra place, la question du continuer. sens, elle a quand même beaucoup La pris de construction, place. c'est fondamental. Et les parents, ils ont changé, leur demande a changé? Alors les parents, vous voyez pourquoi on a fait des aides dans ces Ouais. cahiers numériques? C'est parce que les parents sont très demandeurs. Le suivi parent dans nos applications, il est très apprécié. Et ils Parce que les suivent parents, beaucoup ils veulent plus qu'il y a avoir un 22 droit de ans. regard. Ouais, c'est Ah, ça. ben, c'est évident. Donc, de regard, Avec droit de des contrôle. disparités, il faut être honnête, Ouais. des disparités j'ai pas envie de dire d'un milieu à l'autre parce que c'est un peu simpliste, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le même investissement d'un bout à l'autre du territoire. Mais néanmoins, les parents qui s'investissent encore plus qu'il y a 20 ans. Ça, c'est net. Emmanuel Gaberto, merci beaucoup. On a rendez-vous, comme chaque semaine, avec Maître Valérie Pio. La situation des élèves en situation de handicap. Oui, j'ai bien connu, là aussi vous Sujet parliez pas d'évolution. évident, ouais. Il y a une belle évolution aujourd'hui dans l'école. Au début de ma carrière, j'avais 0 enfant en situation de Et handicap. maintenant, ça commence À la fin de ma carrière, dans la dernière école dont j'ai eu la direction, j'en avais à peu près une quinzaine dans l'école. Vraie évolution, il y a des choses qui changent en bien à l'école, merci de le dire. Et ces élèves en situation de handicap, eh bien, à la fin de l'année, parfois passent des examens. Il y a des conditions particulières d'aménagement des épreuves pour eux. Maître Valérie Pio nous en dit tout. C'est l'heure du conseil de discipline. Bonjour, nous allons parler des aménagements des épreuves d'examen pour les enfants en situation de handicap. Il est très important pour un élève en situation de handicap de bénéficier des aménagements aux examens dont il a besoin en raison de sa situation de handicap. Où s'adresser pour faire cette demande d'aménagement des épreuves d'examen? Vous devez vous adresser à l'infirmière ou au médecin scolaire au sein de l'établissement scolaire. Ils vont vous fournir un formulaire académique et vous allez joindre 2 types de documents. Tout d'abord, des documents de nature médicale. Vous allez donner des diagnostics et l'idéal, c'est que les professionnels de santé qui suivent votre enfant
fasse des préconisations par rapport aux aménagements qui seraient utiles aux examens. Le deuxième type d'éléments à donner, ce sont des éléments pédagogiques. Vous allez faire état des aménagements scolaires dont votre enfant a bénéficié dans le cadre de sa scolarité pour expliquer que l'aménagement aux épreuves d'examen, c'est une continuité. Donc vous allez fournir le plan personnalisé de scolarisation ou le plan d'accueil individualisé de votre enfant. Quels aménagements pouvez-vous obtenir pour les épreuves d'examen? Il y a différents types d'aménagements qui vont pouvoir être obtenus, comme une aide de matériel, par exemple avoir le droit d'utiliser un ordinateur. Cela peut être également une aide humaine, le fait d'avoir un secrétariat. Ça peut être, alors assez fréquemment, plus de temps pour faire l'épreuve. C'est ce qu'on appelle le tiers-temps. Le temps supplémentaire ne peut pas excéder du tiers le temps normal de l'épreuve. Donc tous ces aménagements scolaires, vous allez les demander, enfin ceux qui sont utiles à votre enfant, vous pouvez les demander lorsque vous allez remplir le dossier. Le médecin scolaire va ensuite adresser votre dossier pour avis à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Et c'est cette commission qui va rendre un avis. Cet avis est important puisqu'après, cet avis va être envoyé à l'organisme qui organise l'examen, à savoir le SIEC, le service interdépartemental des examens et des concours, ou le rectorat qui organise donc le bac et le brevet des collèges. Quel recours? Le SIEC, le service interacadémique des examens et des concours, va rendre la décision concernant les aménagements accordés au vu de l'avis qui a été donné par la commission de l'autonomie et des droits des personnes handicapées. Vous avez bien évidemment un recours par rapport à cette décision qui va vous être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Attention, votre délai de recours est de 2 mois. C'est une décision administrative et vous avez 2 types de recours. Vous avez soit le recours gracieux. À ce moment-là, vous allez faire une lettre recommandée auprès du SIEC. Donc, c'est un recours amiable. Et vous avez également un recours administratif, un recours contentieux en saisissant le juge administratif. Comme les délais sont très courts, vous pouvez saisir le juge administratif en référé, faire un référé suspension ou, dans certains cas, un référé liberté. Voilà, vous connaissez vos droits et obligations pour faire cette demande d'aménagement aux épreuves d'examen lorsque l'élève est en situation de handicap, et vous connaissez donc les recours possibles si vous n'avez pas obtenu les aménagements qui vous sont nécessaires. Maître Valérie Piot, c'est le conseil de discipline, le rendez-vous juridique de la quotidienne. Emmanuel Guimberteau, l'émission touche à sa fin. Vous parliez de la situation des élèves en situation de handicap. Les écrans, c'est aussi dans les choses qui ont changé. Oui. Alors, depuis 20 ans. Est-ce que redonner de l'écran après l'école, il n'y a pas aussi des parents qui vous regardent un peu de travers en disant « Attends, écoute, on a déjà assez de mal avec… Ça peut. Ça peut. Oui, ça peut. Non, mais il ne faut pas se le cacher. C'est un gros sujet polémique, le numérique aujourd'hui. C'est pour ça que nous aussi, on a laissé la main aux parents. C'est les parents qui décident combien de sessions par jour pour le cahier de vacances. C'est limité par défaut à 1 session par jour. On a limité aussi les horaires, l'amplitude horaire. Les parents peuvent la configurer. Nous, par défaut, c'est de 8h à 19h, mais s'ils veulent raccourcir, ils peuvent raccourcir. Donc, c'est quand même les parents qui ont technologiquement les moyens de piloter et de décider plus ou moins de numérique. Merci beaucoup, mes cahiers numériques. C'est vrai qu'on a eu l'idée de vous recevoir parce que les vacances approchent et que c'est le moment où on choisit les cahiers de vacances. Et donc, il y a cette solution qui existe, mais ça vaut également pendant toute l'année. Et l'entreprise, c'est Jocatop, une des plus vieilles EdTech de ce pays, créée bien avant qu'on parle des EdTech. Voilà, 1996. 96. Amal, merci. Merci aussi, évidemment, et comme chaque jour, à toute la formidable équipe de la quotidienne au maquillage, Colline Hamel. Merci à Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine. Au son, c'est Alexandre Larochelle. À la réalisation, Lauriane Bouet. Vous restez, vous êtes tout aussi formidable, on vous remercie également. Vous restez donc sur School TV et vous nous retrouvez, nous, en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.